Columbus, Géorgie, 1850. La plantation Johnson s'étendait sur 300 acres de terre fertile bordant la rivière Chattahoochee. Philip Johnson, propriétaire de 42 esclaves, régnait sur son domaine avec une cruauté méthodique. Cet homme de 53 ans avait bâti sa fortune sur le coton et le tabac, mais aussi sur la terreur qu'il inspirait à ceux qui travaillaient ses champs. La grande maison blanche à colonnes dominait la propriété. Ses fenêtres reflétaient le soleil couchant comme autant d'yeux qui surveillaient les cabanes des esclaves, alignées derrière les écuries. Philip Johnson aimait observer son empire depuis la galerie du premier étage, un verre de Bourbon à la main, satisfait de l'ordre qu'il avait établi. Sa fille unique, Félicité, venait d'avoir 19 ans. Belle et capricieuse, elle incarnait tout ce que son père chérissait. La pureté de la race blanche, les bonnes manières sudistes, l'élégance raffinée. Pourtant, derrière cette façade, Félicité cachait un secret qui allait déclencher une série d'événements tragiques. Phoebe travaillait aux cuisines de la grande maison depuis qu'elle avait 12 ans. À 38 ans, elle connaissait chaque recoin de cette demeure, chaque habitude de ses occupants, chaque préférence culinaire du maître. Grande et mince, avec des mains agiles qui transformaient les ingrédients les plus simples en plats savoureux, elle était devenue indispensable. Son mari Jacob travaillait au champ. Homme fort et droit, il avait toujours gardé sa dignité malgré les coups de fouet et les humiliations. Leur fils, Aaron, 15 ans, aidait aux écuries. Le garçon avait hérité de l'intelligence de sa mère et de la force tranquille de son père. C'était un enfant doux qui rêvait de liberté en secret. Phoebe possédait un savoir transmis par sa grand-mère, elle-même guérisseuse venue d'Afrique. Elle connaissait les plantes qui soignaient et celles qui tuaient. Elle savait reconnaître les herbes médicinales dans les bois environnants, distinguer les racines comestibles des toxiques, préparer des remèdes qui soulagèrent la douleur. Ce savoir ancestral, elle le gardait précieusement, comme un trésor caché que les maîtres blancs ne pourraient jamais lui voler. Dans la cabane qu'elle partageait avec sa famille, Phoebe cultivait un petit jardin d'herbes. Officiellement, c'était pour agrémenter les plats de la grande maison. En réalité, certaines de ces plantes avaient des propriétés que personne ne soupçonnait. Tout bascula en février 1850. Félicité Johnson accoucha d'un enfant métis dans le plus grand secret. Le bébé avait la peau trop sombre pour être celui d'un homme blanc. La honte s'abattit sur la famille Johnson comme un orage dévastateur. Philip Johnson entra dans une rage folle. Il exigea de savoir quel esclave avait souillé sa fille. Félicité, terrifiée, refusa de parler. Son père ordonna alors des interrogatoires brutaux. Tous les hommes noirs de la plantation furent questionnés, menacés, battus. La vérité que personne ne découvrit jamais était que le père de l'enfant se nommait Malik. Il travaillait sur la plantation voisine des Henderson. Félicité l'avait rencontré lors d'une promenade à cheval, près de la rivière. Ils s'étaient aimés en cachette pendant 6 mois. Mais Malik était loin, et Philip Johnson avait besoin de coupables à portée de main. Dans sa fureur aveugle, le maître décida que tous les jeunes esclaves mâles de sa plantation paieraient pour ce crime imaginaire. Il en choisit 7, dont Jacob, le mari de Phoebe. Ces hommes furent accusés sans preuve, jugés sans procès, condamnés sans appel. L'exécution eut lieu un mardi matin, devant tous les esclaves rassemblés de force. Philip Johnson voulait donner une leçon. Les 7 hommes furent pendus aux grands chênes qui bordaient l'allée principale. Phoebe dut regarder son mari se balancer au bout d'une corde, ses yeux fixés sur elle jusqu'au dernier souffle. Ce jour-là, quelque chose se brisa en Phoebe. Pas sa volonté, non. Pas son courage. Mais l'humanité qu'elle accordait encore à Philip Johnson s'envola comme une cendre emportée par le vent. 3 semaines après l'exécution, Philip Johnson prit une nouvelle décision. Il avait besoin d'argent pour étouffer le scandale, payer les médecins qui avaient assisté l'accouchement clandestin, faire disparaître l'enfant métis dans un orphelinat du Nord. Il décida de vendre quelques esclaves. Aaron, le fils de Phoebe, faisait partie du lot. À 15 ans, il était fort, en bonne santé, obéissant. Un marchand d'esclaves itinérant offrit une bonne somme. Philip Johnson accepta sans hésitation. Quand Phoebe apprit la nouvelle, elle tomba à genoux devant le maître. Elle supplia, pleura, offrit de travailler sans repos jusqu'à sa mort, si seulement il gardait son fils. Philip Johnson la regarda avec mépris.
« Tu n'as rien à offrir qui m'appartienne déjà, » dit-il froidement. « Ton fils part demain. Retourne aux cuisines. » Cette nuit-là, Phoebe serra Aaron contre elle pour la dernière fois. Le garçon ne pleura pas. Il était trop choqué pour verser des larmes. Au matin, les chaînes cliquetèrent autour de ses poignets. Phoebe le regarda s'éloigner dans le chariot qui l'emmenait vers les marchés de la Nouvelle-Orléans. Elle avait tout perdu. Son mari pendu pour un crime qu'il n'avait pas commis. Son fils vendu comme du bétail. Il ne lui restait plus rien, hormis la rage qui brûlait dans sa poitrine comme un feu qu'aucune larme ne pourrait éteindre. Phoebe ne parla plus pendant 3 jours. Elle accomplissait ses tâches aux cuisines avec une efficacité mécanique, mais ses yeux étaient télévides. Les autres esclaves la regardaient avec pitié et inquiétude. Ils avaient vu d'autres femmes sombrer dans la folie après avoir tout perdu. Mais Phoebe ne sombra pas. Le 4e jour, elle se réveilla avec une clarté d'esprit nouvelle. La rage qui l'habitait s'était transformée en quelque chose de plus froid, de plus patient, de plus dangereux. Elle avait pris une décision. Philip Johnson allait payer. Pas rapidement, dans un accès de violence qui se terminerait par sa propre mort sur une potence. Non, il allait souffrir comme elle souffrait. Il allait perdre ce qu'il aimait le plus, sa santé, sa vigueur, sa domination. Il allait mourir lentement, sans comprendre ce qui lui arrivait. Cette nuit-là, Phoebe sortit de sa cabane et marcha jusqu'au bois. La lune éclairait faiblement le chemin qu'elle connaissait par cœur. Elle chercha pendant 2 heures, récoltant des plantes que sa grand-mère lui avait apprises à reconnaître. La belladone d'abord, avec ses baies noires et brillantes, puis la digitale pourpre, aux fleurs en forme de clochette, des racines de fougère mâle, des champignons vénéneux soigneusement séchés, de la jusquiame noire, de la ciguë tachetée. Chaque plante contenait des toxines différentes. Prises seules, elles tuaient rapidement et leurs symptômes étaient reconnaissables. Mais Phoebe connaissait les dosages, les combinaisons, les méthodes qui permettaient de masquer les effets. Sa grand-mère lui avait enseigné cet art terrible, non pour tuer, mais pour comprendre le pouvoir de la nature. De retour aux cuisines, elle prépara ses armes avec soin. Elle réduisit les feuilles en poudre fine, distilla les racines, prépara des teintures concentrées. Elle cacha tout dans de petits flacons qu'elle dissimula derrière les conserves, dans les recoins sombres où personne ne regardait jamais. Phoebe commença doucement. Une pincée de poudre de belladone dans le bourbon du soir. Quelques gouttes de teinture de digital dans la sauce du poulet. Des doses si infimes qu'aucun médecin ne pourrait les détecter. Les premiers effets apparurent au bout de 2 semaines. Philip Johnson se plaignit de maux de tête persistants. Sa vision devenait parfois floue. Il attribua cela au stress et au scandale de Félicité. Le médecin de famille prescrivit du repos et des tisanes calmantes. Phoebe augmenta légèrement les doses. Elle alternait les poisons pour éviter que les symptômes ne deviennent trop caractéristiques. Un jour, la belladone, le lendemain, la digitale, puis la jusquiame. Chaque plante affectait le corps différemment, créant un tableau clinique confus. Philip Johnson commença à souffrir de nausées. Son appétit diminua, mais il continuait à manger les plats que Phoebe préparait avec tant de soin. Il perdait du poids lentement. Sa peau prenait une teinte grisâtre. Les cernes sous ses yeux s'accentuaient. Cette cuisinière est la seule qui sait préparer ce que j'aime, disait-il au médecin. Sans elle, je ne mangerai rien. Phoebe écoutait ces paroles avec une satisfaction froide. Le maître dépendait d'elle pour sa nourriture. Il dépendait d'elle pour son empoisonnement. La vengeance avançait méthodiquement, comme une horloge qui égrène les heures. Phoebe jouait son rôle à la perfection. Quand Philip Johnson se plaignait de malaise, elle préparait des bouillons spéciaux pour le fortifier. Ces bouillons contenaient bien sûr de nouvelles doses de poison, soigneusement mesurées. Elle se montrait inquiète de sa santé. Elle suggérait des plats plus légers, des infusions d'herbes médicinales. Le maître, convaincu de son dévouement, acceptait tout ce qu'elle proposait. Les autres esclaves remarquaient la maladie de Philip Johnson avec un mélange d'espoir et de peur. Certains devinaient peut-être ce qui se passait vraiment, mais personne ne parlait. Dans le système de la plantation, la solidarité silencieuse était une forme de survie. Félicité, enfermée dans sa chambre depuis l'accouchement, ne voyait presque plus son père. La honte l'avait transformée en recluse.
Elle ne savait rien de l'empoisonnement progressif qui se déroulait sous son toit. Le médecin de famille, le docteur Thornton, multipliait les visites. Il prescrivait des saignées, des purgations, des toniques à base de mercure. Ces traitements affaiblissaient encore plus Philip Johnson, facilitant le travail des poisons de Phoebe. « C'est une fièvre persistante », diagnostiquait le docteur Thornton. « Peut-être le paludisme ou une affection du foie. Je prescris du quinquina et du repos absolu. » Phoebe préparait les tisanes de quinquina avec application, y ajoutant ses propres ingrédients. Le maître buvait tout, confiant dans les soins qu'on lui prodiguait. 3 mois après le début de l'empoisonnement, Philip Johnson ne pouvait plus quitter son lit plus de quelques heures par jour. Ses mains tremblaient constamment. Sa mémoire commençait à flancher. Il confondait les dates, oubliait des conversations, répétait les mêmes ordres plusieurs fois. Les effets neurologiques de la belladone et de la jusquiame se manifestaient pleinement. Le maître souffrait d'hallucinations nocturnes. Il criait dans son sommeil, voyait des ombres dans les coins de sa chambre, parlait à des personnes invisibles. « C'est le remords qui le ronge ?» chuchotaient les esclaves dans leur cabane. « Les fantômes des pendus viennent le hanter. » Phoebe, elle, savait que les fantômes étaient chimiques. Les alcaloïdes de ces plantes attaquaient le système nerveux central, créant ses visions et ses terreurs. Elle n'éprouvait aucune pitié en le voyant se débattre contre des démons imaginaires. La digitale affectait son cœur. Philip Johnson souffrait d'arythmies, de palpitations violentes qui le réveillaient en sursaut. Sa tension artérielle fluctuait dangereusement. Le docteur Thornton était perplexe devant cette constellation de symptômes incompatibles. « Je n'ai jamais vu une maladie pareille », confiait-il à Félicité. « Votre père se détériore malgré tous mes efforts. Il faudrait peut-être consulter un spécialiste de Savannah ou d'Atlanta. » Mais Philip Johnson refusait de quitter sa plantation. Dans son esprit embrumé, il craignait que les esclaves ne se rebellent en son absence. Il voulait mourir chez lui, maître jusqu'au bout de son domaine. Les cuisines de la plantation étaient devenues le centre névralgique du pouvoir réel. Phoebe régnait sur ce domaine avec une autorité tranquille. 2 jeunes esclaves, Martha et Eliza, l'assistaient. Elle préparait les légumes, nettoyait les ustensiles, entretenait le feu. Phoebe ne leur confiait jamais la préparation finale des plats destinés au maître. Elle accomplissait cette tâche seule, tôt le matin ou tard le soir, quand personne ne pouvait observer ses gestes. Dans les placards, derrière les bocaux de confitures et les sacs de farine, ses flacons de poison attendaient. Elle les avait étiquetés avec des noms banals. Poivre noir, cannelle moulue, extrait de vanille. Personne ne soupçonnait leur véritable contenu. Chaque jour, Phoebe évaluait l'état de Philip Johnson. S'il semblait trop faible, elle réduisait légèrement les doses pour éviter une mort trop rapide. S'il montrait des signes d'amélioration, elle intensifiait l'empoisonnement. Elle voulait qu'il souffre longtemps, qu'il sente son corps se déliter progressivement, qu'il perde le contrôle qu'il avait toujours exercé sur sa vie et celle des autres. La nourriture devenait une arme d'une précision chirurgicale. Un ragoût contenait de la digitale pour affaiblir le cœur. Un dessert renfermait de la belladone pour troubler l'esprit. Une sauce cachait de la jusquiame pour provoquer des crampes et des spasmes. Philip Johnson continuait à complimenter la cuisine de Phoebe. « Tu es la meilleure cuisinière de tout le comté », lui disait-il d'une voix affaiblie. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces mots emplissaient Phoebe d'une satisfaction amère. Le maître louait celle qui le tuait lentement. Il dépendait de celle dont il avait détruit la famille. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque belle. Inévitablement, des rumeurs commencèrent à circuler au-delà de la plantation. Les propriétaires voisins remarquaient la détérioration de Philip Johnson. Certains suggéraient qu'il était ensorcelé, victime d'une malédiction vaudou lancée par ses esclaves. Cette superstition arrangeait Phoebe. Si les Blancs croyaient à la sorcellerie plutôt qu'à l'empoisonnement, ils ne chercheraient jamais dans ses cuisines. Le vaudou était mystérieux, insaisissable, impossible à prouver. Les poisons, eux, laissèrent des traces que des analyses chimiques pourraient révéler. Le révérend Blackwood, pasteur de l'église baptiste locale, vint rendre visite à Philip Johnson. Il proposa de bénir la maison, de chasser les mauvais esprits. Le maître, superstitieux malgré son éducation, accepta. Le révérend parcourut toutes les pièces en récitant des prières. Il aspergea d'eau bénite les chambres,
la bibliothèque, le salon. Quand il arriva aux cuisines, Phoebe le regardait calmement. Le pasteur leva sa croix vers elle. « Femme, as-tu placé une malédiction sur ton maître » demanda-t-il sévèrement. « Non, révérend, » répondit Phoebe avec une humilité parfaitement jouée. « Je prie pour la santé du maître chaque jour. Je ne connais rien à ces pratiques diaboliques. » Le révérend Blackwood l'observa longuement. Il vit une femme noire vieillissante, les épaules voûtées par le travail, les mains calleuses. Il ne vit pas la rage froide qui brûlait derrière ses yeux soumis. « Que Dieu te bénisse pour ton dévouement, » dit-il finalement avant de partir. Phoebe retourna à ses fourneaux. Les prières ne changeraient rien au destin de Philip Johnson. Seule la chimie déciderait de son sort. 6 mois après le début de l'empoisonnement, Félicité sortit enfin de sa réclusion. La jeune femme avait maigri. Son visage montrait les stigmates de la culpabilité et de l'isolement. Elle demanda à voir son père. Philip Johnson gisait dans son lit, l'ombre de l'homme qu'il avait été. Ses cheveux étaient devenus blancs. Sa peau pendait sur ses os saillants. Ses yeux enfoncés dans leurs orbites brillaient d'une lueur fébrile. Félicité s'assit près de lui et prit sa main tremblante. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis les mots jaillirent, comme un abcès qui crève. « Papa, les hommes que tu as fait pendre étaient innocents. » Philip Johnson tourna lentement la tête vers elle. « Le père de mon enfant n'était pas un de nos esclaves. » Continua Félicité, la voix brisée. « C'était Malik de la plantation Henderson. Il travaille encore là-bas. Jacob et les autres n'avaient rien fait. Tu as tué des innocents, papa. Tu as détruit des familles pour rien. » Le silence qui suivit fut pesant comme une pierre tombale. Philip Johnson tenta de parler, mais seul un râle sortit de sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent. Il comprit alors l'ampleur de son erreur, l'injustice monumentale qu'il avait commise. Phoebe, qui apportait un plateau de bouillon dans la chambre, entendit toute la conversation. Elle s'arrêta sur le seuil, invisible derrière la porte entr'ouverte. Les mots de Félicité confirmaient ce qu'elle savait déjà. Son mari était mort pour rien. Aaron avait été vendu pour couvrir les conséquences d'une faute que les véritables coupables n'avaient jamais payée. La rage de Phoebe se renouvela, plus intense encore. Elle entra dans la chambre avec son bouillon empoisonné. « Le bouillon du maître », dit-elle doucement. Félicité se leva précipitamment et quitta la pièce, incapable de supporter plus longtemps le regard de son père. Phoebe resta seule avec Philip Johnson. Elle approcha le bol de ses lèvres. Le maître but lentement, difficilement. Chaque gorgée contenait une dose mortelle de poison, soigneusement calculée pour prolonger l'agonie sans tuer instantanément. « Merci, Phoebe, » murmura-t-il. « Tu es si bonne avec moi. »« C'est mon devoir, maître, » répondit-elle sans émotion. Les semaines suivantes furent un long calvaire pour Philip Johnson. Son corps se rebellait contre lui-même. Il ne pouvait plus contrôler ses membres. Ses intestins ne fonctionnaient plus correctement. Des ulcères apparaissaient dans sa bouche. Ses gencives saignaient. Le docteur Thornton appelait des confrères en consultation. 3 médecins examinèrent le patient, débattirent longuement, proposèrent des diagnostics contradictoires. Aucun ne pensa à un empoisonnement. Les symptômes étaient trop variés, trop étalés dans le temps, trop atypiques. C'est une consomption généralisée, conclut finalement le médecin le plus âgé. Son organisme s'éteint progressivement. Nous ne pouvons rien faire d'autre que soulager sa douleur. Ils prescrivirent du laudanum, de l'opium dissous dans l'alcool. Phoebe administrait ces doses avec application, y ajoutant toujours ses propres préparations. Le maître sombrait dans un brouillard de souffrance et de confusion. Dans ces moments de lucidité, Philip Johnson pensait à ses crimes. La confession de Félicité le hantait. Il avait tué 7 hommes innocents. Il avait séparé des familles. Il avait régné par la terreur et l'injustice. Maintenant, il en payait le prix. Il essaya plusieurs fois d'appeler Phoebe pour s'excuser, pour reconnaître son erreur concernant Jacob. Mais les mots ne venaient pas. Sa langue était épaisse, sa gorge serrée. Les poisons affectaient aussi sa capacité à parler. Phoebe ne lui aurait pas pardonné de toute façon. Aucune excuse ne pouvait ramener son mari à la vie ou rendre son fils.
Les mots n'étaient que du vent. Seule la justice comptait, même si cette justice devait s'accomplir en secret, dans l'ombre des cuisines. Philip Johnson mourut un matin d'octobre 1850, 8 mois après le début de son empoisonnement. Il expira dans son lit, entouré de Félicité et du docteur Thornton. Phoebe se tenait dans un coin de la chambre, immobile comme une statue. Le certificat de décès mentionnait une consomption chronique avec complications cardiaques et neurologiques. Personne ne demanda d'autopsie. Les planteurs mouraient régulièrement de fièvre et de maladies mystérieuses dans le sud. C'était un fait accepté de la vie dans les régions chaudes et humides. Les funérailles furent grandioses. Tous les propriétaires du comté vinrent rendre hommage à Philip Johnson. Le révérend Blackwood prononça un éloge funèbre émouvant, vantant la piété et la générosité du défunt. Personne ne mentionna les 7 pendus, ni l'enfant métis caché dans un orphelinat du Nord. Phoebe assista aux funérailles depuis le fond de l'église, avec les autres esclaves. Elle regardait le cercueil d'acajou sans émotion. Elle avait accompli ce qu'elle s'était juré de faire. La vengeance était complète. Cette nuit-là, elle retourna au bois et enterra ses flacons de poison dans un endroit que seule elle connaissait. Les plantes toxiques retourneraient à la terre qui les avait produites. Leur travail était terminé. Félicité Johnson hérita de la plantation. À 20 ans, elle se retrouvait seule responsable d'un domaine de 300 acres et de 41 esclaves. La culpabilité la rongeait comme un acide. Sa première décision fut de libérer tous les esclaves. Elle signa les papiers d'affranchissement, distribuant à chacun une petite somme d'argent et des provisions. Les planteurs voisins la traitèrent de folle, mais elle s'en fichait. Phoebe reçut sa liberté comme les autres. Félicité la convoqua dans le bureau de feu son père. « Je sais ce que nous avons fait à ta famille, » dit Félicité, les yeux pleins de larmes. « Jacob était innocent. Aaron n'aurait jamais dû être vendu. Je ne peux pas réparer ce mal, mais je peux au moins te rendre ta liberté. » Phoebe prit les papiers sans un mot. La liberté était douce, mais elle ne comblait pas le vide laissé par la perte de son mari et de son fils. Elle regarda Félicité longuement, se demandant si elle devait révéler la vérité sur la mort de Philip Johnson. Elle décida de garder le silence. Que changerait la vérité? Elle ne ramènerait personne à la vie. Elle ne réparerait aucune injustice. La vengeance de Phoebe resterait son secret, un poids qu'elle porterait seule jusqu'à sa mort. Après la mort de Philip Johnson en octobre 1850, Félicité Johnson hérita de la plantation à seulement 20 ans. Rongée par la culpabilité d'avoir provoqué indirectement la mort de 7 innocents, dont Jacob, le mari de Phoebe, elle prit une décision radicale qui scandalisa tous les planteurs du comté. Elle libéra les 40 et un esclave de la plantation. Phoebe reçut ses papiers d'affranchissement des mains de Félicité. La jeune héritière lui avoua alors la vérité qu'elle connaissait déjà. Jacob était innocent. Aaron n'aurait jamais dû être vendu. Phoebe accepta sa liberté sans révéler son terrible secret. À quoi bon dire la vérité sur la mort de Philip Johnson? Cela ne ramènerait personne à la vie. Sa vengeance resterait enfouie dans son cœur, un poids qu'elle porterait seule. Par une matinée brumeuse de novembre, Phoebe quitta la plantation Johnson avec un petit baluchon contenant quelques vêtements, le châle de sa grand-mère et une photo de Jacob et Aaron. Elle marcha vers Columbus sans se retourner, laissant derrière elle les champs de coton et les cabanes vides qui ressemblaient à des fantômes dans la lumière pâle. En ville, elle trouva du travail comme cuisinière dans une pension de famille tenue par Madame Harriet Pemberton, une veuve du Nord et abolitionniste discrète. Phoebe cuisinait avec la même compétence qu'à la plantation, mais cette fois pour des gens qui la payaient et la respectaient. Elle préparait des plats simples et savoureux, sans jamais ajouter d'herbes secrètes. Les poisons appartenaient au passé. Chaque soir, après le service, Phoebe écrivait des lettres. Elle avait appris à écrire en secret grâce à un esclave domestique. Son écriture était laborieuse mais compréhensible. Elle contactait tous les marchands d'esclaves dont elle connaissait les noms, cherchant des nouvelles d'Aaron, vendu en mars 1850. Elle écrivait aux plantations de Louisiane, du Mississippi, de l'Alabama, avec l'espoir fou de retrouver son fils. Les réponses étaient rares et négatives. Le marché des esclaves brassait des milliers de personnes. Retrouver un individu particulier était comme chercher une goutte d'eau dans l'océan. Mais Phoebe persistait.
Madame Pemberton l'aidait en écrivant des lettres plus formelles aux autorités et aux sociétés abolitionnistes du Nord. Un an après son départ de la plantation, Phoebe reçut une lettre qui changea tout. Une société abolitionniste de Boston avait retrouvé un garçon correspondant à la description d'Aaron. Il avait été racheté à un planteur cruel de Louisiane par un philanthrope Quaker et vivait maintenant libre dans une communauté d'affranchis près de Philadelphie. Les mains de Phoebe tremblaient en lisant ces lignes. Son fils était vivant. Son fils était libre. Elle économisa pendant 3 mois, aidée financièrement par Madame Pemberton. En février 1852, elle monta dans un wagon de 3e classe qui l'emmènerait vers le nord. Le voyage dura 4 jours. Elle ne dormit presque pas, trop anxieuse à l'idée de ses retrouvailles. L'adresse correspondait à une ferme communautaire où une trentaine d'anciens esclaves vivaient ensemble. Phoebe arriva un après-midi de fin d'hiver. La neige recouvrait les champs, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en Géorgie. Un homme lui indiqua la grange où travaillait Aaron. Quand elle poussa la porte, Aaron réparait un harnais de cheval. À 16 ans, il était devenu un jeune homme, mais ses yeux restèrent les mêmes, ceux de son père Jacob. Quand elle murmura son nom, il leva la tête. Après une seconde d'incompréhension, son visage s'illumina. Il courut vers elle. Ils s'étreignirent longuement, pleurant tous les deux. Toute la douleur de la séparation, toute l'horreur des années passées s'écoulait dans cette étreinte. Aaron lui dit qu'il avait toujours su qu'elle le retrouverait. Phoebe s'installa dans la communauté. Elle cuisinait pour le groupe et cultivait un jardin d'herbes médicinales pour soigner, jamais pour tuer. Aaron lui raconta son histoire. Vendu à un planteur de canne à sucre en Louisiane, il avait survécu à des conditions terribles jusqu'à ce qu'un Quaker le rachète pour l'affranchir. Les années passèrent paisiblement. Aaron se maria avec Mary, une ancienne esclave, et ils eurent 3 enfants. Phoebe les aida à les élever. Ses petits-enfants ne connaîtraient jamais l'esclavage. Phoebe vieillissait en transmettant son savoir culinaire aux jeunes femmes. La guerre civile éclata en 1861. Aaron voulait s'engager dans l'armée de l'Union, mais Phoebe le supplia de rester. Elle avait déjà trop perdu. Quand la guerre se termina en 1865 et que l'esclavage fut aboli, Phoebe pleura de soulagement. Les chaînes qui avaient oligoté son peuple étaient enfin brisées. En 1869, Phoebe tomba gravement malade. Une pneumonie l'affaiblit rapidement. Elle fit venir Aaron à son chevet et lui raconta tout. L'empoisonnement de Philip Johnson, les herbes secrètes, les 8 mois de vengeance méthodique. Aaron écouta sans l'interrompre. Quand elle demanda s'il la jugeait, il répondit qu'elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait survécu, l'avait retrouvée, avait transformé sa douleur en force. Elle était la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Phoebe mourut 3 jours plus tard, entourée de sa famille. Elle avait 67 ans. Sur sa pierre tombale, Aaron fit graver « Phoebe, mère aimante, femme de courage, née en esclavage, morte libre. » La vérité sur l'empoisonnement mourut avec elle. Aaron ne la révéla jamais. C'était le secret de sa mère, sa victoire silencieuse contre un système qui avait voulu la broyer. Quand ses petits-enfants demandaient à entendre l'histoire de leur arrière-grand-mère, il parlait de sa cuisine exceptionnelle, de son courage, de sa détermination à le retrouver. Il ne mentionnait jamais les herbes secrètes ni la vengeance patiente. L'histoire de Phoebe représente une forme de justice que le système légal de l'époque ne pouvait pas fournir. Dans les cuisines de la plantation Johnson, une femme qui avait tout perdu avait repris le contrôle de sa destinée, une dose de poison à la fois. C'est l'histoire d'une mère qui a traversé l'enfer pour retrouver son fils, d'une femme qui a refusé d'être une victime passive et qui a transformé sa douleur en action.